Je suis médecin psychiatre. Je travaille entre autres choses pour la police. C'est moi qui détermine si un accusé est fou ou s'il est en état d'être jugé pour ses actes. Par conséquent, je suis amené à rencontrer beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales, souvent des gens dangereux, responsables de crimes épouvantables. Il y a moins d'un mois, j'ai été appelé en ma qualité de psychiatre pour assister à l'interrogatoire d'un suspect dans une sordide affaire de meurtre particulièrement sanglante. Le suspect, en vérité, était presque assurément le coupable, puisque des vêtements en lambeaux et couverts du sang des victimes avaient été découverts chez lui. Le problème, c'est que cet homme tenait un discours aberrant, ce qui avait conduit les policiers à se questionner sur son état mental. Il s'appelait Charles Fisher. Son visage annonçait une quarantaine bien frappée. Il était petit et avait une calvitie dévorante. En dehors de cela, rien ne le distinguait de n'importe quel kidam. Les tueurs en série et autres monstres humains ne ressemblent pas à ce que nous montrent les films d'horreur. Ils ne sont pas grands, baraqués et n'ont pas un regard de glace. Au contraire, la plupart d'entre eux ont une apparence incroyablement normale. Charles Fisher n'échappait pas à la règle. J'ai demandé à lui parler seul à seul. Cela m'a été permis, à condition que l'accusé reste menotté à la table d'interrogatoire. En outre, il m'était interdit de lui donner un bic, un trombone, une agrafe ou quoi que ce soit d'autre, à part des feuilles volantes et des crayons spéciaux. Contrairement à la plupart des sociopathes, souvent menteurs pathologiques, Fisher a avoué tous les crimes dont il était accusé, mais déclarait cependant ne pas être responsable. J'ai commencé à suspecter un cas de lycanthropie clinique lorsqu'il s'est mis à parler d'une malédiction qui pesait sur lui. Il était persuadé, en effet, de se transformer en monstre toutes les nuits de pleine lune et de commettre sous cette forme des meurtres particulièrement violents et sanglants. Malgré tout, n'ayant aucun antécédent psychiatrique ou criminel, il était tout à fait possible qu'il ait inventé cette histoire de toute pièce pour être déclaré irresponsable par le juge et échapper à la prison. Aussi, je laissais cette conclusion en suspens. La lune serait pleine d'ici une dizaine de jours et, entre-temps, j'autorisais ces messieurs à garder Fisher en détention dans une prison normale, à condition qu'il reste en isolement. Lorsque le calendrier lunaire annonça la pleine lune, je demandais à ce que Charles soit attaché à son lit et sous surveillance vidéo. Ainsi, en étudiant son comportement via les images de la caméra, j'espérais pouvoir déterminer si oui ou non, Fisher était atteint de lycanthropie clinique. Les images que capturèrent cette caméra remirent en doute tout ce que j'avais appris au cours de mes études de médecine. La majorité des lycanthropes cliniques sont réellement persuadés d'être des loups-garous ou des animaux sauvages. Ce n'est pas la vérité, mais leur vérité. Et par conséquent, ils se comportent comme des animaux. Ils marchent à quatre pattes, grognent, aboient, et parfois même, ils mordent d'autres personnes. Dans le cas de Charles Fisher, c'était différent, car ce n'était pas que dans sa tête. Si le voir avoir des spasmes incontrôlables, ou être persuadé d'avoir des spasmes, confirmait ma théorie, le fait de le voir cracher du sang et entendre ses os craquer insinuait que le mal dont il souffrait n'était pas seulement psychiatrique. Je n'oublierai jamais la manière dont ses cris de douleur et ses appels à l'aide se sont transformés en grondements gutturaux, ni même comment ses membres ont changé. Sa peau s'est recouverte de poils noirs et drus, des crocs lui sont sortis des gencives, et son visage s'est transformé en une sorte de masque terrifiant, un mélange hideux entre un faciès humain et une gueule animale. Les sangles, destinées à empêcher les cas psychiatriques les plus violents de bouger, n'ont pas tenu une minute lorsqu'il a tiré dessus. Libre de ses entraves, cette chose monstrueuse qu'était devenue Charles Fisher s'est mise à bondir sur les murs et a même fini par défoncer la porte de sa cellule. Le reste de la vidéo consiste en une suite de hurlements de douleur et de cris inhumains, ponctués de sons atroces. Dans les faits, 11 gardiens de prison et 17 prisonniers ont été sauvagement massacrés. Certains n'étaient plus qu'un amas de chair et d'organes éparpillés dans les couloirs. 31 autres personnes ont été blessées, parfois si grièvement qu'ils ne sont plus aujourd'hui qu'un tronc et une tête, et leurs autres membres ayant tous été amputés, tant il n'en restait que des lambeaux. Le paradoxe, c'est que Charles Fisher a été retrouvé le lendemain, errant sur une route de campagne, les vêtements en lambeaux et couverts de sang, mais sans une égratignure, en dépit des dizaines de coups de feu qu'il s'est pris la veille. La conclusion officielle, c'est que Charles Fisher n'a pas été correctement attaché ce soir-là, et que, la lycanthropie clinique aidant, il a commis des meurtres en étant persuadé d'être un loup-garou. La vérité, c'est qu'il n'était pas un cas de lycanthropie clinique, mais un cas de lycanthropie tout court. Charles Fisher a été de nouveau arrêté et est retourné en cellule d'isolement. J'ai voulu l'interroger, mais cela m'était interdit. Il n'a d'ailleurs pas fait long feu en prison. Des SUV noirs ont débarqué la nuit
et ont vomi des hommes vêtus de noir, cagoulés et armés jusqu'aux dents, et ils l'ont amené je ne sais où. D'après un gardien, un logo rouge de forme étrange était cousu sur leurs épaules, avec les initiales SCP en dessous. Cependant, la question de Charles Fisher et de son devenir n'est pas le plus important. Le fait est que Fisher est un loup-garou, et que, s'il est à présent certain que cette pathologie est réelle, qu'en est-il des histoires qui entourent la transmission de cette maladie? J'ai besoin de réponses, parce que Fisher a mordu plusieurs individus, et que ces derniers ont survécu. Ils n'ont pas été mis en isolement, les types en noir de SCP ne sont pas venus les chercher, et la pleine lune ne va pas tarder à revenir. Si vous connaissez l'un de ces survivants, je vous conseille de vous éloigner de lui, et dans les plus brefs délais, parce que s'il se transforme lors de la prochaine pleine lune, il ne vous reconnaîtra pas, et je donne pas cher de votre peau. D'autre part, je vous déconseille fortement de sortir les nuits de pleine lune. Fisher n'était probablement pas le seul cas de lycanthropie, et s'il l'était, maintenant, ce n'est plus le cas. La légende des loups-garous. À ce jour, il s'agit de l'une des plus vieilles légendes au monde, remontant même jusqu'à la Grèce antique. Ce mythe a d'ailleurs donné naissance à bon nombre de films, de livres, et a également eu droit à ses propres ouvrages, traitant avec le plus de sérieux possible l'existence même de ces horribles cryptides. Malgré toutes ces œuvres, qui décrivent à la perfection ce qu'est ce monstre, je n'ai jamais entendu parler d'une possible transformation partielle, engendrant donc une vision cauchemardesque de la métamorphose, autant pour la personne concernée que par ses possibles spectateurs. J'ai donc deux choses importantes à vous annoncer. Non seulement ces créatures existent réellement, mais j'ai été moi-même spectateur de ce que je viens de vous décrire. Ce que j'ai donc appelé la transformation partielle. J'habite un petit village en Lorraine, dans un quartier très éloigné des grandes villes. Ma maison était une ancienne ferme que j'ai totalement rénovée. Étant très isolée, il n'y a personne autour de la ferme et à plusieurs kilomètres à la ronde. Personne, hormis mon voisin. Mon voisin et moi entretenons une relation tout ce qu'il y a de plus basique. Tout comme moi, il vit seul et ne parle que très peu. On se dit bonjour lorsqu'il nous arrive de nous croiser. On se sourit en hochant la tête lorsque l'on se croise dans la même journée. Et parfois, il arrive même que l'on se serre la main. Ce n'est ni plus ni moins le minimum que l'on puisse faire, car une relation amicale entre nous n'aurait rien d'intéressant. Je suis d'ailleurs presque certain qu'il pense la même chose que moi. Du coup, nous restons cordiaux et discutons peu, chose que j'ai regrettée plus tard, et vous comprendrez très vite pourquoi. Il y a quelques jours, à la tombée de la nuit, j'étais sur le point de fermer les derniers volets de la maison quand j'ai entendu quelque chose d'étrange. C'était une sorte de grognement, assez rauque, qui se fondait presque dans l'environnement venteux de l'extérieur. Je n'étais pas tout à fait certain de ce que je venais d'entendre, étant donné les bourrasques qui venaient frapper mes volets. Alors, je me suis penché légèrement par la fenêtre et j'ai tendu l'oreille. Le grognement était à présent beaucoup plus perceptible et j'ai pu remarquer immédiatement que c'était humain. J'ai alors tenté de localiser d'où provenait le bruit et malgré la brume qui allait et venait se promener dans la noirceur, j'ai pu remarquer une silhouette dans le jardin du voisin. Après un instant à le regarder, j'ai immédiatement su qui c'était. Il s'agissait bien de Wilson, mon voisin lui-même. Sur le moment, j'ai voulu lui parler et lui demander si tout allait bien. Mais alors que j'étais sur le point de le faire, j'ai vu quelque chose couler de sa main. Quelque chose de liquide et sombre. Du sang. Sa main était tachée de sang.
et en plissant les yeux pour tenter de m'adapter à la pénombre, j'ai pu remarquer une entaille profonde sur son avant-bras. Sa chemise était partiellement déchirée et tachée elle aussi. J'ai tout d'abord cru à une vilaine blessure, qui s'était faite au travail par exemple. Mais j'ai rapidement réalisé ce qu'elle était réellement. C'était une morsure, une très grosse morsure. Celle-ci prenait presque la totalité de son avant-bras, et des traces de dents très visibles se sont révélées quand il a décidé de tirer sur la manche de sa chemise pour l'arracher totalement. Après avoir jeté le bout de tissu sur le sol, il a regardé sa plaie un instant, sans faire un bruit cette fois-ci. J'avais l'impression qu'il regardait cette marque avec tristesse, comme si cette dernière lui avait annoncé la pire des nouvelles possibles, comme s'il se sentait déjà condamné. Après l'avoir contemplé un instant, il a alors levé la tête en direction du ciel et s'est mis à regarder la lune intensément. La lune qui était pleine ce soir-là. J'arrivais parfois à l'entendre geindre de douleur, mais ses cris étaient devenus à peine audibles. Wilson était si concentré par la lune qu'il en était devenu presque entièrement immobile. Je ne pouvais pas le voir clairement, mais étant donné la mine triste qu'il avait sur le visage, j'étais presque certain qu'à ce moment précis, il était en train de pleurer. Les nuages soufflés par le vent ont lentement révélé de magnifiques rayons lunaires qui ont délicatement éclairé l'extérieur d'une blancheur reposante. Seulement, le silence et le calme n'auront été que de courte durée, puisque, l'instant d'après, c'est l'horreur qui est venue prendre sa place. La lune était entièrement pleine. Mon voisin s'est alors retourné et lui a fait face. En la voyant, il est tombé à genoux directement sur l'herbe. Je l'ai alors vu se tenir la tête, me tournant toujours le dos, et c'est à cet instant précis que ses hurlements ont commencé. Au début, il paraissait humain, mais rapidement, j'ai remarqué un timbre diabolique, presque animal, qui est venu se mêler à son hurlement. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui était en train de se passer. Pourtant, j'avais la sensation que si je tentais quoi que ce soit, quelque chose d'absolument horrible allait m'arriver. J'ai donc observé en silence, les mains sur la bouche, alors que quelque chose d'inattendu était en train d'arriver sous mes yeux. Dans son dos, sa chemise a commencé à se fendre, faisant résonner un léger bruit de tissu qui se déchire dans tout le jardin. Mais un autre son est venu s'immiscer à cet instant, celui d'un bruit plus singulier, plus écœurant. C'était des craquements. Ses os étaient en train de se briser, les uns après les autres. Ses hurlements sont alors devenus beaucoup plus puissants, et il a commencé à gesticuler de douleur après être tombé sur le sol. C'est à ce moment précis que j'ai vu son visage, son horrible visage. Il bougeait comme si quelque chose essayait de le transformer, comme si quelqu'un poussait sa peau de l'intérieur pour essayer d'en sortir. De grosses bosses s'étaient formées sur son front. Ses yeux étaient devenus brillants et jaunes, et la moitié gauche de son visage semblait comme déchirée, fissurée. Sa peau était grossièrement fendue, et elle laissait sortir de ses plaies quelque chose de particulièrement étonnant. Après un instant à me concentrer dessus, j'ai alors remarqué de quoi il s'agissait. C'étaient de longs poils noirs et drus. Ces poils sortaient de ses plaies béantes pour venir se coller contre sa peau déchirée. Son nez était devenu plus long, mais partiellement brisé, et semblait même pendre d'un côté. Sa mâchoire avait au moins doublé de volume, et de longues dents pointues venaient se mêler aux autres, qui, elles, n'avaient subi aucun changement. L'un de ses bras a commencé à pousser subitement, devenant nettement plus long que l'autre, dans un bruit de craquement insupportable. Ses cris sont alors devenus totalement inhumains. Pourtant, je ressentais dans son hurlement une douleur qu'aucun homme n'a jamais ressentie. La question ne se posait même plus pour moi, car à présent, j'en étais sûr et certain. Mon voisin était sur le point de se transformer en loup-garou. Alors que j'étais en train de me remettre de l'existence avérée des loups-garous, j'ai immédiatement été pris d'une crise de panique. Je ne savais pas vraiment comment me débarrasser de ces créatures, ou même comment m'en protéger. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui pourrait remplacer une balle en argent. Et qui plus est, je n'avais aucune arme à la maison, hormis les couteaux de cuisine. J'ai fermé la fenêtre, en tentant de faire le moins de bruit possible, et j'ai continué de regarder l'horrible spectacle. Je ne pouvais rien faire de plus que d'attendre calmement, réfléchir à un moyen de fuir rapidement d'ici, et garder mon voisin Wilson à l'œil. J'avais l'impression que ses hurlements s'intensifiaient, et que sa douleur devenait de plus en plus insupportable. Je pouvais encore voir sa peau se déchirer, et entendre ses os craquer,
Mais la situation ne semblait pas évoluer. Il est resté un moment sur le sol, à se tortiller de douleur, en hurlant à plein poumon, alors qu'absolument rien ne changeait. Il restait cette même masse de chair sanglante et difforme, totalement inhumaine, et à l'apparence monstrueusement hideuse. Après l'avoir observé dans le silence pendant 10 longues minutes, j'ai alors remarqué ce qui n'allait pas. Il n'était pas en train de se transformer, il était bloqué. Quelque chose l'empêchait de se transformer entièrement. Si vous connaissez les légendes autour des loups-garous, vous devez déjà savoir à quel point cette transformation est réputée comme étant affreusement douloureuse. Elle est souvent décrite comme étant la pire des souffrances possibles, et certains la décrivent même comme étant le résultat de plusieurs années de souffrance, ressenties en un seul instant, celui de la transformation. J'ai collé ma tête contre la vitre, pour tenter de mieux voir, et être certain qu'il était bel et bien coincé entre deux phases. Seulement, je n'avais pas pris en compte que ses oreilles étaient devenues bien plus grandes, et le petit bruit à peine audible que j'ai provoqué en posant mon visage contre la vitre l'a immédiatement interpellé. Ses yeux jaunes se sont immédiatement posés sur les miens, et ce, malgré l'épaisse vide qui nous séparait lui et moi. Son visage était déformé par la transformation et la douleur. Il tremblait de toutes parts et saignait à grosses gouttes. Mais son attention était cette fois-ci centrée sur quelque chose d'autre. Moi, dans un rictus, il a ouvert la bouche bruyamment et s'est mis à hurler une phrase qui résonne encore dans mes cauchemars aujourd'hui. J'ai faim! Et il s'est mis à courir maladroitement, mais avec une vitesse incroyable, en direction de l'entrée de ma maison. J'ai paniqué et j'ai couru jusqu'en bas des escaliers. Après avoir vérifié que toutes les portes étaient bien fermées, j'ai couru jusqu'à celle qui menait au jardin et j'ai posé ma main sur la poignée pour vérifier. Elle était bien fermée. Mon voisin se trouvait dans le jardin. Dans mon jardin. Si je n'avais pas eu les lumières éteintes, il m'aurait remarqué immédiatement. Il était en train de faire le tour de la maison et cherchait très certainement un moyen d'entrer chez moi. J'ai donc attendu un instant, dans le silence le plus total, appuyé contre le mur juste à côté de la baie vitrée. Je ne pouvais plus voir à l'extérieur, mais j'arrivais à voir quelque chose qui me tétanisait. De la buée allait et venait sur la vitre. Le monstre se trouvait juste derrière elle. Et puis il a prononcé « Je peux te sentir ». Des larmes ont alors commencé à couler de mes joues, tant la peur avait de l'emprise sur moi. Je ne savais plus quoi faire. Je souffre. Tue-moi. Tue-moi. J'avais l'impression que son état oscillait entre deux phases, tout comme le faisait son corps. Il était tantôt humain, tantôt bestial. Je ne savais plus qui je devais croire, et je n'avais de toute façon qu'une seule façon de m'en sortir, c'était la fuite. La porte d'entrée n'était pas très loin, et la voiture se trouvait juste en face de la maison. J'avais déjà les clés dans la poche, et celle de la maison se trouvait déjà sur la porte. Mes chances étaient peut-être infimes, mais au moins, j'avais des chances de réussir. Je ne voulais pas mourir, et encore moins déchiqueté par un humain à moitié transformé en monstre. J'ai donc attendu que le monstre agisse pour courir, et ça a rapidement été le cas. Car à peine avais-je bougé le pied pour me positionner et être prêt à courir, qu'il a crié « Je t'ai entendu !» Puis il a brisé la vitre. Je suis tombé face contre terre, je me suis relevé rapidement et j'ai commencé à courir le plus vite possible jusqu'à la porte d'entrée. Heureusement pour moi, lui aussi avait chuté dans sa course, sûrement à cause de ses jambes, qui elles aussi étaient devenues complètement difformes. Pendant ma course, lorsque je me suis retourné pour regarder où il se trouvait, j'ai remarqué des détails qui n'étaient pas là au tout début de sa transformation. Il possédait une chaîne autour du cou, qui semblait comme enfoncée dans sa peau, comme si elle avait fusionné avec son corps. Sa main qui n'avait pas été transformée était décorée de diverses bagues, aux pierres multiples et colorées. En dehors du fait qu'elle ne s'était pas métamorphosée, sa main avait triplé de volume, et ses bijoux semblaient avoir créé d'horribles fissures au niveau de ses doigts, desquels coulaient de petits filaments de sang. J'ai ouvert la bouche pour essayer de le raisonner, mais absolument rien n'en est sorti. De toute façon, je ne savais rien sur lui. Ce n'était qu'un voisin avec qui j'échangeais très peu. Voilà la raison pour laquelle j'aurais vraiment aimé le connaître. Comment raisonner un presque parfait inconnu, surtout dans ces conditions. Alors qu'il se trouvait derrière moi, j'ai tenté de le ralentir le plus possible en renversant une table, des chaises et un gros meuble. Mais le monstre arrivait à gagner du terrain sans effort. La peur m'avait vidé de mon énergie et ma force était diminuée par la tétanie. J'étais déjà essoufflé alors que la porte d'entrée ne se trouvait plus qu'à 1 ou 2 mètres de moi. J'ai posé ma main sur la poignée et alors que je déverrouillais la porte le plus rapidement possible,
Je l'ai entendu hurler, non loin derrière moi. Ma peau me brûle. Pitié. Puis, j'ai réussi à déverrouiller la porte. L'instant d'après, je me retrouvais déjà de l'autre côté. J'ai pris les clés, les ai enfoncées dans la serrure, et j'ai enfermé la créature à l'intérieur de la maison, juste après avoir entendu quelque chose de lourd se fracasser contre la porte. Alors que la créature se défoulait contre celle-ci, faisant voler des éclats de bois jusqu'à l'extérieur, je suis entré dans la voiture en trombe et ai démarré presque immédiatement, faisant bruyamment clisser les pneus derrière moi. Après cela, j'ai rapidement semé la créature. Il n'a même pas eu le temps de me poursuivre, à vrai dire. J'ai conduit en direction de chez mes parents, et lorsque je suis arrivé, je leur ai tout expliqué. La police a évidemment été mise au courant, et je me suis pesté de ne même pas les avoir prévenus avant. J'ai mis ça sur le dos de la tétanie que je ressentais au moment où je me faisais courser par ce monstre. Alors que les policiers menaient leur enquête, et bien évidemment, après qu'ils se soient moqués lourdement de mon histoire, je me suis empressé de chercher un maximum d'informations sur la lycanthropie. C'est d'ailleurs de cette façon que je suis tombé sur le site lycanspiracy.com, un blog qui répertorie plusieurs cas d'apparition de loups-garous avérés. Si vous êtes assez curieux, je vous invite vraiment à y jeter un œil. Je vous mets le lien dans la description et aussi dans le commentaire épinglé. Mais néanmoins, attention, car ce qu'il y a sur le site risque de vous faire vraiment froid dans le dos. Pour ma part, j'ai bien l'intention de partager ce que j'ai pu observer de mes propres yeux à l'auteur du blog. Car je suis sûr et certain d'une chose, c'est que je n'ai pas halluciné. Car oui, pour ce qui est de l'enquête, la police a conclu que c'était une tentative de cambriolage. Selon eux, il y avait beaucoup de dégâts sur place, et l'assaillant aurait retourné toute la maison, mais serait reparti bredouille, sans rien. Le fait que mon voisin ait été porté disparu ne m'a pas non plus aidé à mettre la police sur la piste d'un cryptide. Malheureusement, la justice a toujours été, et sera toujours, beaucoup trop cartésienne. Du coup, je prie nuit et jour pour que jamais je ne revive une chose pareille. Mais surtout, je prie pour que quelqu'un puisse m'aider rapidement. Car je le sais, je le sens, je suis certain qu'il est toujours là, à mes trousses, et plus que tout, je sais que quelque chose le tiraille énormément. Il a faim, et je suis persuadé à présent que ces bijoux en argent ne le freineront pas dans sa transformation.